Voilà, donc nous sommes de retour et nos invités bien installés. Donc, Madame Sylvie Bonkungu, chef d'entreprise, conférencière internationale. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à Fofo. Merci. Bonjour. Alors, bonjour. Également à nos côtés, on a Monsieur Ricardo Kanyama, self-made man, le Kiyosaki d'Afrique. Sûr qu'il va nous expliquer. Voilà, tout ça. C'est vrai qu'on connaît ce grand monsieur donc, qui est dans le domaine de l'intelligence financière, mais lui, c'est l'Africain. Donc, il nous dira un peu plus tout à l'heure. Et puis, Monsieur Eric Bouanga, expert et coach e-commerce. Bonjour à vous et bienvenue à Fofo. Merci, madame. Merci, bonjour. D'accord. Alors, nous, on vous a présenté comme ça de façon, je pense, simple, mais j'aimerais que chacun puisse prendre la parole pour mieux se présenter, permettre aux téléspectateurs de savoir qui ils ont en face d'eux. Alors, on va commencer par les dames. Okay. Merci beaucoup pour l'honneur. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis Sylvie Bonkungu. Je suis entrepreneur e-commerce et aussi j'apprends réellement aux Africains parce que je suis en Afrique et surtout au Burkina Faso comment créer en fait des business, créer des entreprises avec des petites ressources et puis voilà, pouvoir bâtir quand même son empire, pouvoir atteindre l'indépendance financière plus tard. D'accord. Monsieur Eric Bouanga. Voilà, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Eric Bouanga, je réside en France, je suis d'origine congolaise, mais ma spécialité, c'est le e-commerce, le digital. Je sais qu'aujourd'hui, le monde digital permet énormément de choses et beaucoup de gens peuvent développer des ressources, des revenus grâce au e-commerce. Et donc, c'est une de mes spécialités, de mes expertises, et je forme des gens à travers le monde entier dans l'objectif vraiment d'atteindre une liberté financière grâce au business en ligne. D'accord. Alors, on a le conférencier principal, parce qu'on va parler justement de cette grande conférence sur la liberté financière, Monsieur Ricardo Kanyama. Alors, dites-nous un peu plus sur vous. Voilà, je suis Ricardo Kanyama, je suis entrepreneur et chef d'entreprise, mais qui a une histoire particulière, l'histoire africaine. Le fait que j'ai eu un parcours de quelqu'un qui avait fait la philosophie à l'école et qui a commencé dans l'entrepreneuriat sans capacité d'avoir un financement, mais qui a trouvé des mécanismes pour réussir dans ce domaine. Et de mon expérience, j'ai commencé à faire des recherches sur les causes principales du sous-développement économique en Afrique, malgré le développement de l'éducation. C'est ce qui m'a amené à découvrir l'importance de l'intelligence et de l'éducation financière. Parce qu'on peut dire basiquement que c'est la cause de la pauvreté en Afrique et que le manque de capacité dans ces domaines fait manquer des millions en termes de capitaux aux Africains. Et aujourd'hui, je milite pour que tout le monde puisse comprendre l'importance de l'éducation financière africaine transformationnelle comme action pour arriver au vrai développement, parce que ça permet à la population de devenir des contributrices au lieu d'être des attentistes. Alors, en français facile, c'est quoi la liberté financière ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, certains veulent de façon simple qu'on nous dise. Voilà. Okay, il faut qu'on explique bien la notion de l'indépendance financière. La première forme de l'indépendance financière, c'est lorsqu'on finit l'enfance. Donc toute l'enfance, nous recevons une formation nous sommes dépendants donc de parents. Alors on atteint une première indépendance financière lorsqu'on a son emploi ou son activité économique où on peut gagner son argent et être à mesure de satisfaire à certains de ses besoins. Et c'est ça qui est plus connu. Et notre société est organisée par rapport à cette forme d'indépendance financière que j'appelle indépendance financière liée au travail humain. Or, cette indépendance financière est très limitée, sachant qu'une personne peut tomber malade ou on ne peut pas travailler toute la vie pour l'argent. Donc, ça crée une autre forme de dépendance à l'activité, un asservissement. Alors, maintenant, nous parlons de l'indépendance financière lorsque la personne fait part de son travail humain vers le travail que peut faire le capital. Ça veut dire on arrive à cette indépendance lorsque l'argent peut travailler pour toi. Donc lorsqu'on peut arriver comme investisseur ou entrepreneur. Et ça c'est très important parce que dans le monde capitaliste, personne n'atteint l'indépendance financière s'il est celui qui doit travailler continuellement pour l'argent. Et nous pensons que tout le monde peut faire ce saut-là du travail humain
vers le travail du capital à travers l'intelligence financière. D'accord. Déjà, moi, il y a des nuances. Je voudrais vraiment qu'on essaie d'éclairer un peu. L'indépendance financière et la liberté financière totale. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux concepts, l'indépendance financière et la liberté financière? Bon, les deux notions sont un tout petit peu liées. La différence. Mais voici la différence. Par exemple, lorsque vous n'avez pas l'indépendance financière, donc vous êtes dépendant d'une activité. Imaginez que vous êtes journaliste ici à la radio-télévision. Ça veut dire que vous dépendez de votre boulot. Si demain, en arrivant au travail, on vous dit, bon, on n'a plus besoin de vos services. Combien de temps vous pouvez survivre en gardant le même standing de vie? Pour certains, c'est 1 mois. Pour d'autres, c'est 6 mois. Pour d'autres, c'est 1 année. Pas plus. Pas plus. Alors, la notion de liberté financière, c'est lorsque vous pouvez vivre longtemps, lorsque votre source de revenus principale s'est arrêtée. Donc, si vous pouvez vivre 5 ans sans être obligé de travailler, vous avez une certaine liberté financière. D'accord. Sans être obligé de travailler. Sans mais être par obligé. contre, on travaille toujours, puisque peut-être qu'on aura une activité à côté qui continue de générer. Non, nous devons savoir que le travail, d'abord, en soi, c'est une valeur. Il n'est pas question ici de dire de ne pas travailler. Mais il est question de dire, est-ce que le travail nous amène à l'indépendance ou le travail nous maintient dans un cercle vicieux? Le grand problème, c'est lorsque vous travaillez pendant 35 ans et que vous n'arrivez pas à l'indépendance. Ça veut dire que même ceux qui ont travaillé 35 ans, moi je suis en Afrique, je vois des gens d'une soixantaine d'années, quand on lui dit il va en retraite, il ne veut pas, ou il va même apprendre l'AVC. C'est parce qu'il n'était pas préparé. Il a fait de son travail comme un asservissement. Et c'est ça qui est un grand problème. Quand les générations ne progressent pas, il y aura une stagnation. C'est ce qui fait qu'à un moment, on arrive à un blocage au niveau de l'économie, de macroéconomie. Et nous, nous militons pour qu'il y ait le progrès. Vous savez, le développement, c'est un progrès cumulé. Voilà, c'est un progrès cumulé. Donc, quand il y a des générations qui n'avancent pas, ils créent des difficultés pour ceux qui viennent derrière. Voilà. Donc, du coup, comment on peut passer de l'indépendance financière à la liberté financière? Parce Voilà. que si je vous comprends bien, par exemple, moi je suis journaliste, je me contente uniquement de mon salaire. D'abord, vous C'est-à-dire- devez passer de la dépendance au travail à l'indépendance, n'est-ce pas? Alors, il faut que c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Nous disons aux gens que nous ne devons pas nous limiter à l'idée qu'on nous a mis, qu'on nous a formés pour travailler pour l'argent. Et l'intelligence financière, c'était une sagesse que nos ancêtres avaient. Ils savaient que il y a 2 facteurs. Il y a la production et il y a l'utilisation. Donc nous ne devons pas être des producteurs de consommation appauvrissantes. Il faut que nous sachions que la production a 2 destinations. Il y a la consommation et il y a le développement. Donc même nos ancêtres avaient ce genre de notions. Ils savaient que lorsque j'ai un bouc et une chèvre, la chèvre c'était pour la consommation, donc c'était pour satisfaire aux besoins. Non, le bouc c'était pour la consommation, pour satisfaire aux besoins, alors que la chèvre avait une mission. La mission c'était la procréation et pour continuer avec l'activité économique. Alors, ces notions-là, nous avons oublié lorsqu'on est entré dans le monde moderne. Très peu de gens savent que lorsqu'on a son salaire, lorsque vous recevez 100 000 francs de salaire, vous devez savoir que 90% c'est le bouc. C'est avec cet argent que vous devez vivre et satisfaire aux besoins existentiels. Mais les 10%, c'est la chèvre. La chèvre, c'est de l'argent qui est destiné à l'épargne et l'épargne d'investissement. Donc cet argent devrait un jour être utilisé pour l'investissement afin de vous assurer d'autres moyens de revenus. Nous sommes justement en train de faire comprendre au gouvernement que l'Afrique ne sort pas de la pauvreté parce qu'il n'y a pas ce système. Imaginez que moi, M. Ricardo, j'étais par exemple chargé du développement de l'Afrique. Qu'est-ce que j'allais exploiter? Les potentiels que représente notre population qui ont une production humaine. Je vais dire, chacun peut gagner de l'argent à partir de son activité humaine, mais chacun doit contribuer à créer un capital national qui va lui permettre d'avoir l'indépendance financière, mais en même temps être opportunité d'emploi pour d'autres personnes. Parce que imaginez si nous avons dans un pays d'1 million de personnes, où il y a des gens qui ont un revenu moyen de 1000, je vais parler un peu en euros, 1000 euros. Si chacun peut épargner 100 euros,
et qu'il y a un système et de vraies politiques pour capter cette contribution et les diriger d'une certaine manière, cela peut nous générer des millions de dollars. Parfois que nous voyons les Africains marcher derrière certaines institutions pour des sommes modiques que la population peut créer. Mais par manque de politique et par manque de cette éducation financière, il y a vraiment ce manque à gagner. Alors, vous comme journaliste, votre travail ne va pas consister à travailler pour survivre, mais vous allez travailler aussi pour votre développement. Parce qu'au finish, lorsque vous allez finir votre travail ici, ce n'est pas la télévision nationale que vous allez léguer à votre enfant. Ah ouais? Ça sera ce que vous avez construit avec vos épargnes d'investissement. Voilà. Alors, pour justement atteindre cette liberté financière, je pense qu'il y a des techniques. Il y a des techniques qui existent et on prône déjà l'entrepreneuriat. Et le e-commerce figure parmi justement, c'est le digital, figure parmi donc les actions, en tout cas, de plus en plus c'est en vogue, hein, le e-commerce. Alors on va permettre donc à monsieur, Eric Bwanga de dire un mot par rapport à tout ça et puis ensuite madame Bonkungu. Oui. Oui, merci. Effectivement, le e-commerce, c'est ce que vous avez dit, c'est la tendance du moment. Vous connaissez tous le commerce traditionnel, d'acheter, revendre des marchandises. Aujourd'hui, l'avènement du digital, quand on parle du digital, c'est toutes les technologies qui permettent aux personnes de pouvoir faire des transactions à distance. Et aujourd'hui, cet avènement, ces technologies permettent vraiment à de nombreuses personnes de créer une activité sans être physiquement à un endroit précis. Et aujourd'hui, c'est justement c'est ces moyens-là que moi j'essaye au maximum d'expliquer à la grande masse de pouvoir utiliser pour pouvoir se créer cette source de revenus complémentaire, par exemple, ou tout simplement se lancer dans une activité à temps plein dans le e-commerce. Il y a plusieurs sortes de e-commerce dans différentes façons de le faire. Voilà, mais maintenant c'est simplement il faut savoir comment s'y prendre et c'est toute cet art et la manière de le faire qu'on essaie d'expliquer lors de nos conférences, lors de formations, etc. Madame Bonkungu aussi qui est voilà, dans le domaine, oui, c'est une grande expérience en la matière. C'est vraiment une grande richesse aujourd'hui en Afrique de découvrir ce type de métier-là qui est le digital parce que ça permet aussi de pallier à un manque à gagner côté emploi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a l'avènement des réseaux sociaux qui permet aux uns et aux autres de savoir que, voilà, même si je deviens influenceur, je peux bâtir quelque chose de réel. Je peux me faire payer par Facebook. Et on a YouTube également, qui est un réseau social aussi qui permet à plusieurs milliers de personnes aujourd'hui africains de pouvoir capitaliser et créer leur société. Voilà, donc le digital, il est vraiment vaste. C'est comme, on va dire, la médecine. Quelqu'un qui décide de traiter, comment dire, la tête, une personne prend le bras, etc. Donc le digital, il est vraiment vaste et tout le monde peut trouver aussi son compte dedans. Et c'est aussi un moyen, je veux dire, pour pouvoir aussi atteindre l'indépendance financière. Voilà. Et c'est justement, vous l'avez dit, c'est tout cet art qui est autour justement du digital, du e-commerce qui va faire l'objet donc de cette grande conférence. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette conférence et quel est l'enjeu donc de cette conférence pour tous ceux qui voudront peut-être prendre part? On va commencer par qui? Donc, pour l'enjeu, je vais laisser M. Ricardo qui va nous donner, mais je donne les informations sur la conférence. Donc, la conférence se passera du 30 au 31, donc samedi, dimanche, au centre cardinal Paul Zungrana, qui est non loin de la clinique Sandoff, au 1200. Voilà, et donc de 9h à 16h. 9h à 16h. Voilà, donc pour les enjeux, je laisse ça à monsieur. Oui, les premiers enjeux, c'est les enjeux de sensibilisation. Il y a beaucoup de gens qui ont les potentiels, vraiment les potentiels pour atteindre l'indépendance financière, mais qui sont comme en train de dormir parce qu'ils sont ignorants. Pour vous donner un exemple, nous avons mené une étude avec mon premier livre, La chèvre de ma mère, et dans 22 pays africains.
et chez les Africains de la diaspora, on s'est rendu compte que nombreux, c'était pour la toute première fois qu'ils étaient en contact avec un livre sur l'éducation financière. Et ils se disaient que si j'avais lu ce livre il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne serais pas là où je suis. Donc, nous sommes là d'abord pour sensibiliser les gens, pour leur dire l'indépendance financière dont nous parlons aujourd'hui, il n'est pas question pour vous forcément de devenir comme Zuckerberg ou comme Bill Gates. Mais il est question d'accéder à un niveau qui est un peu mieux que le niveau de l'asservissement à l'activité. Je parle de l'activité humaine parce que vous pouvez être employé pour le compte d'un autre, mais vous pouvez aussi travailler pour votre propre compte, comme des médecins, comme des avocats. Mais on finit par vieillir et quand on vieillit, on ne sera plus en mesure de prester. Alors comment passer à un niveau qui vous permettra d'avoir une certaine autonomie ou une certaine indépendance, d'autres sources complémentaires de revenus? D'autre niveau, nous sommes en train de sensibiliser, comme j'ai dit ici, le gouvernement. Vous savez, il y a des schémas de développement. Ici, l'Afrique aujourd'hui ne décolle pas parce qu'il n'a pas encore exploré d'autres schémas de développement. Et l'éducation financière peut être une chance pour notre continent. Et en fait, nous montrons aussi aux jeunes qui ont les défis d'avoir étudié pour un emploi, mais qui sont obligés aujourd'hui de faire la reconversion vers l'entrepreneuriat, quelles sont les étapes et les outils pratiques pour y arriver. Parce que n'oubliez pas que c'est un grand défi lorsqu'on s'est entraîné comme footballeur et qu'on doit faire une compétition de basket, c'est pas évident. C'est justement dans ce contexte qu'on se retrouve. Mais là, on leur montre comment, par exemple, moi personnellement, en pratique, j'ai fait cette reconversion-là d'un monde qui ne m'avait pas formé pour l'entrepreneuriat, pour devenir entrepreneur. Mais le message, c'est pour dire nous ne pouvons pas tous devenir entrepreneurs, mais nous pouvons tous devenir investisseurs. Donc nous sommes en train de militer pour les deux voies supplémentaires, la voie de l'entrepreneuriat et la voie de l'investissement. Et si le gouvernement peut créer maintenant des politiques, ça permettra maintenant à la population d'y accéder assez facilement. Et vous qui prônez cette liberté financière, est-ce que déjà on peut dire que M. Kanyama est déjà à ce niveau-là? Bon, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé, par exemple, que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en 2007, en 2007 avec un capital équivalent au prix d'une chèvre. Et 7 ans après, j'ai gagné déjà plus d'1 million d'euros l'année. Des capitaux peut-être que je ne gagnerais jamais si je m'étais contenté d'un emploi. Je ne suis pas arrivé au niveau peut-être de Bill Gates, mais je crois que j'ai accédé à des niveaux où plusieurs personnes qui ont travaillé, parfois nos parents qui ont travaillé toute la vie, ne sont jamais arrivés. Et je m'imagine qu'ici, il y a aujourd'hui des millions de jeunes qui peuvent faire la même chose que moi. Quelque chose peut changer au niveau de notre économie et de notre société. Ça veut dire que c'est réaliste et réalisable. Oui, c'est pour ça que nous transformons une expérience pratique et vécue et pas seulement la théorie, bien que nous faisons les deux. Moi, j'ai dit que la pratique sans théorie est aveugle et la théorie sans pratique est vide. Et il est bon d'avoir les deux pôles. Dans l'Afrique, nous avons une génération de gens qui n'ont pas beaucoup étudié, mais qui ont beaucoup évolué dans l'investissement. Si on cherche sur Burkina, de toute façon, on verra. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas docteur en économie, mais qui a des hôtels, des immobiliers. Ces gens-là qui n'ont pas beaucoup. Mais ils ont un problème. Ils ne peuvent pas systématiser ce qu'ils ont fait afin de les transmettre à des générations. D'autre côté, nous avons des docteurs en économie qui n'ont jamais fait même une petite boutique, qui ne sont pas capables de les tenir. Donc, ils ont des grandes théories, mais en pratique, ils ne savent vraiment pas comment s'y prendre. Alors, comme nous avons eu la chance d'être dans les deux mondes, la théorie et la pratique, on essaye de montrer aux gens comment on peut partir de la théorie à la pratique. Parce que je crois beaucoup que pour évoluer, il n'y a pas que le travail, il y a la tête, mais il y a aussi la maîtrise de la pratique. Voilà. Et il y a ce livre-là, est-ce qu'on peut en parler? La chef de ma mère, c'est ça? En fait, j'ai écrit La chef de ma mère. Malheureusement, quand on venait vers la chaîne, on s'est retrouvé qu'on n'a pas eu La chef de ma mère. Okay. La chef de ma mère, c'est Je suis content. Ça, c'est Je suis content. La chef de ma mère, c'est un livre qui parle donc de l'intelligence financière africaine, cette intelligence financière dont nous avons besoin. Mais Je suis content parle des raisons. Pourquoi nous devons nous battre pour l'indépendance financière? Ce n'est pas d'abord question d'argent, c'est question de liberté. En fait, nous sommes dans un monde où si vous n'êtes pas financièrement indépendant, vous êtes quelque part esclave. Ici, j'explique comment nos ancêtres, l'ancêtre Kunta, étaient victimes du fait que l'Afrique n'avait pas été indépendant. Et à un moment où il n'y avait pas de machines, ils devaient travailler comme machines pour l'indépendance financière d'autres personnes. Mais il avait un état d'esprit, il ne s'était pas résigné. Il s'est battu pour l'indépendance financière et au nom de cela, nous avons le devoir
de nous battre pour notre indépendance financière. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un vienne nous libérer, mais nous devons montrer que nous voulons obtenir cette indépendance financière et que c'est notre droit. Voilà, c'est ça les livres, je suis content. D'accord. Si on l'écoute bien, vous, en tant qu'un freelanceur, c'est-à-dire un professionnel indépendant, quel discours vous pouvez tenir pour que celui qui n'a rien, qui est assis dans le village là, puisse vous comprendre au même titre que celui qui est nanti? Parce que c'est une conférence, je sais pas qui peut avoir accès à cette conférence aussi. Donc, c'est à deux questions à la fois. C'est-à-dire un discours afin que le pauvre qui est au village puisse vous comprendre au même titre que celui qui est nanti en ville. Voilà. Et votre conférence, qui a droit à cette conférence et comment? D'abord, je voulais corriger une toute petite chose. Souvent, lorsque je parle de l'intelligence financière, de l'éducation financière, tout le monde me dit, mais ceux qui sont au village, le pauvre qui doit comprendre. Mon problème, ce n'est pas ça. Ma stratégie est différente. Moi, je me dis, pourquoi vous voulez qu'on aille enseigner les pauvres qui sont au village, alors que celui qui est ici, les cadres qui est étudié à l'université, qui travaille, lui-même n'a pas encore atteint l'indépendance financière. Il est cadre. Moi, je pense que l'éducation financière, c'est d'abord pour nos cadres, afin qu'ils passent d'une étape. Imagine, si vous êtes professionnel et qu'aujourd'hui, vous gagnez 2 000, 3 000, 5 000 euros, et que vous pouvez de cela aller plus loin, c'est vous qui allez créer l'opportunité de tirer celui qui est au village pour venir. Sinon, nous pensons que nous allons éduquer ceux qui... Vous pensez, monsieur, que nous devons aller éduquer celui qui est au village pour devenir entrepreneur qui créera l'emploi demain pour votre fils qui est en train d'étudier dans les meilleurs lycées de Ouagadougou? C'est contradictoire. C'est contradictoire. Notre message d'abord, c'est pour les Africains intellectuels. Celui qui a une profession, celui qui a une capacité intellectuelle. Parce qu'il peut comprendre, il peut maintenant trouver comment partir du stade de la production humaine, donc de l'emploi, à un autre stade pour son bien et pour le bien d'autres personnes. Bien sûr que nous avons aussi les discours pour ces Africains-là du village, comme vous dites, pour leur montrer que l'éducation financière, d'ailleurs, nos ancêtres n'allaient pas à l'école. Ils n'avaient pas l'éducation scolaire, mais ils avaient une intelligence financière bien développée. C'est ça que je démontre dans l'histoire de la chef de ma mère, où je dis, ma mère, qui n'avait jamais été à l'école, avait une intelligence financière qui lui avait permis de nous prendre en charge, de nous faire scolariser, mais que moi, quand je finis, j'avais l'intelligence académique, mais je n'avais pas l'intelligence financière, ce qui fait que j'ai travaillé pendant 5 ans et je n'avais rien. Ça démontre aujourd'hui tous ces Africains qui travaillent beaucoup, mais qui en fait ont des dettes de consommation, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'intelligence financière. Alors nous les disons dans des discours simples, mais aussi avec les termes qu'on peut comprendre dans notre culture. Parce que n'oubliez pas que la richesse en elle-même, ou l'argent en lui-même, c'est une notion problématique pour notre société. En fait, quand on parle de l'enrichissement, l'argent, les gens ils comprennent l'occultisme, la magie, la méchanceté. Or, c'est juste la notion de richesse. L'argent, c'est la richesse. La chèvre qui a été vendue. La chèvre, c'est une bonne chose. Pourquoi? Celui qui a 1000 chèvres, c'est une bonne chose. Et s'il les vend en argent, ça devient une mauvaise chose. Donc, on est en train de faire un lien parce qu'il y avait une rupture dans la compréhension même. Donc, une rupture épistémologique au sein des Africains. Lorsque le colon est venu, il n'y avait plus une compréhension de l'argent ou la relation entre l'argent et la richesse. Et nous avons vu qu'avec des termes, tout ce que nous disons dans nos conférences, les gens arrivent à percevoir d'abord, parce qu'il faut percevoir, et après, ils sont capables de les faire. Et justement, on leur montre aussi que vous êtes capables, parce qu'il y a un problème de non-identification. Les gens croient qu'ils ne sont pas capables. Les gens croient que pour devenir riche, il faut avoir seulement le diplôme de Harvard. Aujourd'hui, on le montre, ce n'est pas tout le monde qui a étudié à Harvard qui est riche. Des gens qui ont écrit, mais qui ont fondé même l'économie mondiale, ils n'avaient pas le diplôme d'Harvard. Benjamin Franklin, par exemple, qui est le modèle, et c'est lui qui a valorisé l'éducation financière aux États-Unis, qui est sur la note de $100, n'était pas un cadre universitaire. Mais il a démontré que par la sagesse pratique et aussi par l'auto-éducation, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que nous transmettons donc à notre public. Pour terminer justement la conférence, qui peut prendre part à la conférence? Est-ce qu'il y a un contact au cas où on voudrait... Oui, alors les contacts par rapport à ceux qui veulent prendre part à la conférence, c'est le 51 03 51 51 et le 06 48
06 41 48 48. Qui peut prendre part à la conférence? On s'adresse déjà à ceux qui peuvent parler français parce que voilà, qui travaillent déjà ou pas et qui comprend aujourd'hui, qui prend la décision quand même que voilà, ma situation doit changer et qui comprend que c'est important pour lui de prendre part à une conférence sur l'indépendance financière pour pouvoir changer plus tard ses habitudes. Donc, Monsieur Bouanga, quelque chose à ajouter? Non, je dirais simplement que vraiment c'est une conférence où nous voulons vraiment motiver les personnes qui viendront, qui pourront vraiment repartir avec à la fois des choses théoriques mais aussi vraiment pratiques. Moi j'interviendrai vraiment sur le digital qui est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être informaticien, il n'y a pas besoin de toutes ces choses, il y a simplement des techniques à utiliser et on espère voir beaucoup de monde pour ces choses pratiques aussi sur place. Il faut venir sur place pour connaître un peu l'art du digital et puis comment l'utiliser justement pour se faire une bonne économie. Voilà. Merci. Monsieur Kanyama. Mais je voulais aussi inviter la télévision nationale pour venir comprendre les enjeux de l'éducation financière afin de mieux informer la population. Et je voulais inviter particulièrement s'il existe des structures d'inclusion financière au Burkina Faso. Je ne sais pas si ici, c'est quoi la Banque centrale, Banque nationale, mais dans chaque pays, il y a un programme d'inclusion financière. Pour qu'ils apprennent que l'inclusion financière aujourd'hui ne doit pas seulement consister à amener une population sans intelligence financière dans un système bancaire pour devenir victime de crédits de consommation, mais comment l'éducation financière peut être un moyen pour augmenter les capacités de financement de nos pays à travers les épargnes de notre population, mais aussi un outil de développement. Voilà. Merci, messieurs, dames. Merci pour votre passage. Et donc, la grande conférence sur la liberté financière, donc c'est pour les 30 et 31 octobre, donc du côté du cardinal Paul Zongana. Donc, il faut faire le déplacement pour comprendre de quoi il s'agit et puis pouvoir s'outiller désormais donc pour être indépendant financièrement parce qu'on aspire à ça à être.